Hello, moi c'est Zénith, l'assistant de la chaîne Écho de l'imaginaire. Aujourd'hui, nous poursuivons avec l'épisode 2 de Lex Arcanum, la quête de Malik. Alors, accrochez-vous bien, parce que nous allons passer dans une autre dimension. Et surtout, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. Votre soutien nous aide beaucoup. À bientôt! La cour est silencieuse, baignée par une lumière froide du matin. Malik est assis sur un banc de pierre, le regard perdu dans le vide. Il rejoue mentalement son duel contre Olivia, chaque argument, chaque faille qu'elle a exploitée. La frustration le consume. J'aurais dû voir venir son dernier mouvement. Elle m'a piégé, comme un novice. Ses mains se crispent sur ses genoux. Il refuse d'être faible, il refuse d'être un perdant. Lila et Hugo arrivent, échangent un regard inquiet, avant de s'asseoir à ses côtés. Tu vas te consumer si tu continues comme ça, Malik. Ce n'est qu'un duel. Tu peux encore t'améliorer. Ce n'est pas seulement un duel, c'est une déclaration de guerre. Elle m'a montré que je ne suis pas prêt. Une présence glaciale envahit la cour. Un homme en costume sombre s'avance vers eux, son regard perçant et son aura écrasante. Il s'arrête devant eux, les toisant avec une froideur absolue. Malik, je suis Ezra de la Fontaine, 4e membre du conseil des meilleurs élèves de l'académie. Et à partir d'aujourd'hui, considère-moi comme ton ennemi, parce que tu es faible. Il n'y a pas de place pour les faibles dans cette académie. Dans son bureau, Olivia feuillette un dossier tandis qu'Alma, son assistante, ajuste ses lunettes. Malik a du potentiel, mais il manque de discipline. Il ne survivra pas aux épreuves des héritiers. Nous devons établir un programme d'entraînement rigoureux. Cette compétition sélectionnera les 5 meilleurs membres de l'Académie pour représenter notre école à l'échelle mondiale. Et la récompense sera un diamant supplémentaire pour l'école la plus performante et une place assurée au conseil des 5 meilleurs de l'Académie. Olivia sourit, un éclat de détermination dans les yeux. Alors nous devons être les meilleurs. Après son échange avec Malik, Ezra se dirige dans une arène immense, remplie d'élèves, de jurés et de journalistes de l'académie. Puis il se tient au centre, avec le prodige italien, pour un affrontement intense. L'enjeu du duel, la survie ou la destruction d'un cabinet d'avocats prestigieux à monter, Carlo. Le duel commence. Le juge principal déclare: Ce duel juridique opposera Ezra de la Fontaine, 4e membre du conseil, au prodige italien Leonardo Vieri. L'objectif: déterminer si le cabinet d'avocats Monte Carlo doit être préservé ou dissous. Ce cabinet est un pilier du droit européen. Il a défendu des causes majeures et a façonné la jurisprudence moderne. Sa dissolution serait une perte irrémédiable. Pour moi, Ezra, ce cabinet est dépassé, et ses méthodes sont archaïques. Il ne s'adapte plus aux réalités du droit moderne. Par conséquent, il doit disparaître. Leonardo, déployant sa technique Veritas Shield, déclare: Le droit repose sur la stabilité et la confiance. Ce cabinet a gagné 92% de ses affaires en 10 ans. Cher Ezra, il est un garant de la justice. Sa dissolution créerait un vide juridique dangereux. Leonardo, les chiffres ne sont qu'une façade. Ce cabinet a gagné ses affaires en exploitant des failles procédurales, non par mérite. Il est un parasite du système juridique. Objection. Messieurs les jurés, chaque cabinet utilise les procédures à son avantage. C'est la nature du droit. Ce que tu appelles une faille est en réalité une maîtrise des règles. Très cher. Maîtriser les règles n'est pas suffisant. Il faut les redéfinir. Ezra est sous pression pendant 45 minutes. Leonardo, quant à lui, domine. Son Veritas Shield bloque chaque attaque d'Ezra, renforçant la crédibilité du cabinet. Ce cabinet a formé des générations d'avocats. Son réseau influence les décisions judiciaires à l'échelle européenne. Le démanteler serait un acte irresponsable. Ezra, serrant les dents, analysant chaque mouvement, dit: Tu es doué, mais tu fais une erreur fondamentale. Leonardo, sourire confiant, déclare: Laquelle? Ezra, déployant Instant Moment. Tu crois que la stabilité est une force. Mais dans le droit, la stagnation est une faiblesse. Ezra retourne la situation après avoir activé l'Instant Moment en copiant les techniques argumentatives de Leonardo et les modifiant légèrement. Tu dis que ce cabinet influence les décisions judiciaires.
Mais cette influence est un problème. Il crée un monopole intellectuel, empêchant l'innovation juridique. Leonardo, fronçant les sourcils, déclare « Un monopole intellectuel? C'est absurde. Ce cabinet est un modèle. Ezra, déployant Imperial Law, affirme « Je parle d'un modèle qui empêche l'évolution. Grâce à ma technique Imperial Law, je peux prédire à 55% tes prochaines réponses. Tu vas dire que la tradition juridique est essentielle. Oui, la tradition est la base du droit. Sans elle, nous n'avons pas de repères. Prédiction exacte. Et c'est précisément pourquoi tu as perdu ce duel? Ezra pousse son argument final avec la combinaison de deux techniques spéciales. Il combine Instant Moment, une technique qui lui permet de copier son adversaire après 30 minutes d'observation, à Imperial Law, une technique signature spéciale utilisée par le troisième membre au Conseil, qui la maîtrise à 55% et lui permettant de prédire le futur à 35%. Mais Ezra, avec sa copie Instant Moment, ne maîtrise que cette technique à seulement 25%, ce qui lui permet de prédire le futur à 10%. Ce cabinet est un vestige. Il ne s'adapte pas, il impose ses méthodes. Il ne permet pas aux jeunes avocats d'innover. Par conséquent, il doit être détruit pour que le droit évolue. Mais sans lui, qui guidera les générations futures? Elles se guideront elles-mêmes. Le droit appartient à ceux qui le façonnent, pas à ceux qui le figent. Un silence s'installe. Les jurés échangent des regards. Puis, le juge principal déclare « Victoire d'Ezra de la Fontaine. » Explosion de réaction dans l'arène. Les élèves crient, la presse couvre l'événement. Ezra reste impassible, tandis que Leonardo baisse la tête, vaincu. Ezra quitte l'arène, son regard froid fixé sur l'avenir. Il a prouvé sa supériorité, mais il sait que d'autres défis l'attendent. Dans la soirée, allongé sur son lit, Malik fixe le plafond et il déclare en pensant « Je vais apprendre, encore et encore, pour être le meilleur. » 2 jours plus tard, les élèves de première année visitent les lieux où se dérouleront les épreuves des héritiers. Malik croise Callista Tremblay, la cousine d'Olivia. Alors c'est toi, Malik. Tu es loin de m'égaler. Même Olivia n'est pas de taille face à moi. Et bientôt, tu comprendras pourquoi. Malik reste silencieux sans dire un mot. Aux côtés de Callista se trouve son assistant belge nommé Antoine, expert en gastronomie juridique, qui ajuste ses lunettes pour mieux observer Malik. Dans son appartement, Olivia fixe une photo posée sur son lit. Son regard est sombre. Elle serre la photo entre ses doigts et elle déclare « Je vais le détruire, au point qu'il n'entrera plus jamais dans une institution juridique. » Le couloir est bondé. Les élèves discutent avec excitation. Malik ajuste son sac sur son épaule, son esprit encore absorbé par son échange avec Callista. Soudain, Lila arrive en courant et essoufflée. Malik, les thèmes du duel des héritiers viennent d'être publiés. En ce moment, tout le monde se précipite vers la cour centrale. Elle est envahie par des élèves qui se pressent autour de 2 immenses babillards. Sur chacun, 2 thèmes sont affichés. Premier barbillard. L'intelligence artificielle et la responsabilité juridique. Qui est responsable en cas de faute commise par une IA autonome? Ensuite, le droit des génomes. Peut-on breveter une séquence génétique humaine? Deuxième barbillard. La jurisprudence et la réécriture du passé. Peut-on modifier rétroactivement une décision judiciaire? Enfin, le dernier, le droit et la guerre économique. Les entreprises peuvent-elles être considérées comme des entités souveraines? Les élèves murmurent, certains prennent des notes frénétiquement. Malik fixe les thèmes, sentant l'ampleur du défi. Olivia observe la cour depuis une fenêtre, impassible. Son assistante Alma arrive en courant, une tablette à la main. « Alma !» paniquée. « Mademoiselle, les thèmes viennent d'être publiés !» Je sais. Aie confiance en moi, Alma. Mon objectif est clair. Finir première au Conseil des 5. Elle s'assoit en repensant à la photo mystérieuse de sa chambre. Son regard s'assombrit et elle déclare « Je vais le détruire. Il ne méritait pas de se gausser de moi ce jour-là. » Peu de temps après, Olivia descend dans la cour centrale.
Calista l'aperçoit et s'avance. Son regard est froid, mais assuré. Je vais finir première à cette épreuve des héritiers. J'ai mis au point une technique scientifique juridique futuriste qui surpasse ta technique hémisphérique. Vraiment? Calista, tu es brillante. Mais tu fais une erreur fondamentale. Le droit n'est pas une science exacte. Il est une danse entre la logique et l'interprétation. Tu crois que ta technique futuriste te donnera un avantage absolu? Mais tu oublies une chose essentielle. Le droit est une arme qui s'adapte à celui qui le manie. Et moi, je suis celle qui forge les règles. C'est pour cela qu'on me surnomme l'architecte du droit. Tu crois que tu m'impressionnes avec ta rhétorique? Je te préviens. Car tu ne connais pas l'altitude de la montagne que tu souhaites grimper. Malik tente de se frayer un chemin parmi les élèves lorsqu'il croise un jeune homme au regard perçant. Calme, observateur. Toi aussi, tu as eu une bourse pour entrer ici. Malik, surpris. Comment tu sais ça? Moi également, j'ai eu une bourse, et au total, nous sommes 3. 3, tu dis? Qui est le troisième? La sonnerie de l'académie retentit, résonnant dans toute la cour centrale. Les élèves, encore absorbés par les thèmes du duel des héritiers, se dispersent rapidement vers leur salle de classe. Malik et Lila rejoignent leur salle. Olivia et Alma prennent place dans la leur. Calista et Antoine entrent dans leur salle, prêts à affronter leur professeur. Le professeur Raffaele, un Italien au regard perçant, s'avance vers le tableau et écrit le thème du jour. Affaires, l'IA et la responsabilité juridique. Une entreprise de Vancouver, spécialisée dans l'intelligence artificielle, a développé un programme autonome de gestion financière. Un jour, l'IA effectue une série de transactions risquées, qui entraînent la faillite de plusieurs petites entreprises locales. Les victimes intentent un procès, mais la question centrale demeure: qui est responsable? L'IA, son créateur, ou l'entreprise qui l'a déployée? Les élèves échangent des regards. Certains prennent des notes frénétiquement. Cette affaire pose un problème fondamental. Peut-on attribuer une responsabilité juridique à une intelligence artificielle? Qui doit payer les dommages? Soudain, un élève se lève. Il est jeune, élégant, et son regard est vif. Je suis Alistair. Je vais résoudre cette affaire en utilisant uniquement la gastronomie. Un murmure parcourt la salle. Malik fronce les sourcils, intrigué. Imaginez une cuisine. Chaque ingrédient a un rôle précis, mais c'est le chef qui décide comment les assembler. Une IA est comme un ingrédient. Elle peut être puissante, mais elle ne décide pas seule. La responsabilité revient au chef, donc à l'entreprise qui l'a utilisée sans supervision adéquate. Il développe son raisonnement en comparant les transactions financières aux étapes d'une recette complexe, démontrant que l'IA n'est qu'un outil et que la faute incombe à ceux qui l'ont programmée et déployée sans contrôle. Dans sa pensée, Malik déclare: La gastronomie, seulement la gastronomie, ce garçon est à des années-lumière de mon raisonnement. Le professeur Laurence, une Canadienne élégante, entre dans la salle et repère immédiatement Olivia. Laurence, souriante. Olivia Tremblay, ton père est très fier de toi. Olivia hoche la tête, impassible, mais une lueur brille dans son regard. Aujourd'hui, nous allons traiter un cas complexe sur l'héritage. L'affaire est l'héritage et la légitimité juridique. Un homme extrêmement riche décède, laissant derrière lui un testament ambigu. 2 héritiers revendiquent la fortune. Son fils biologique et un homme qui prétend être son fils illégitime, avec des preuves ADN. La question est, qui mérite l'héritage? Les élèves échangent des regards, fascinés par la complexité du cas. Soudain, Alma se lève et déploie sa technique scalpel, inspirée de la médecine chinoise. L'héritage est comme un corps humain. Chaque organe a une fonction, mais c'est l'ADN qui détermine l'identité. Si l'ADN prouve la filiation, alors l'héritier illégitime a un droit légitime sur la fortune. Laurence hoche la tête, impressionnée. Mais Olivia intervient, avec sa technique hémisphérique. L'ADN seul ne suffit pas. L'héritage est aussi une question de transmission sociale et juridique. Si le fils illégitime n'a jamais été reconnu, il ne peut pas bénéficier de l'éducation et des privilèges liés à cet héritage. Il doit prouver qu'il a été privé de ses droits pour être légitime. Son raisonnement est implacable. Laurence sourit en étant impressionnée. Olivia, ton évolution ces dernières années est remarquable.
Les élèves murmurent, admiratifs. Olivia Tremblay est couverte d'éloges. En face de la salle d'Olivia se trouve dans une autre salle le professeur Anastasia. Une Russe, au regard perçant, s'avance vers le tableau et écrit une formule chimique complexe. La formule chimique est la toxyradium 7. C, 22, H, 24, N, 2O, 4J1, Agno, 3, C, 22, H, 23, N, 2, O, 4, Jaon, Ag, Jaun. Puis elle se tourne vers les élèves, son regard froid et analytique. Le cas du jour nous présente un scientifique qui a été retrouvé mort dans son laboratoire. L'autopsie révèle qu'il a été empoisonné par une substance rare, le toxyradium 7, un composé instable qui réagit à la chaleur et aux métaux lourds. Aucun suspect n'a été identifié. La question est, comment prouver qui est responsable? Calista se met à analyser la formule, puis elle se lève, son regard brillant d'intelligence fixe la formule chimique et déclare que Le toxyradium 7 est instable. Il réagit à la chaleur et aux métaux lourds, ce qui signifie qu'il laisse une trace spécifique sur les objets qu'il touche. elle s'approche du tableau et entoure certains éléments de la formule. La réaction avec le nitrate d'argent AgNO3 est la clé. Ce composé interagit avec les surfaces métalliques et laisse une empreinte ionique invisible à l'œil nu, mais détectable sous lumière UV. Calista prend une craie et dessine un schéma rapide. Puis, elle résout l'affaire. Elle se tourne vers Anastasia, son regard confiant. Le coupable est celui dont les empreintes ioniques correspondent aux traces laissées sur les instruments du laboratoire. En utilisant une spectrométrie UV, on peut prouver qui a manipulé le poison. Un silence s'installe. Anastasia fixe Calista, puis hoche lentement la tête, et dit « Tu es au-dessus de la moyenne à ton jeune âge ». Les élèves murmurent, impressionnés par la précision de Calista. Tu viens de prouver que la science et le droit peuvent fusionner parfaitement. Calista reste impassible par les propos de son assistant Antoine, mais garde tout de même une lueur de satisfaction qui brille dans ses yeux.